Thérapeutique, syndrome de Marfan et les éducations thérapeutiques. Donc à Bichat, puisque c'est moi qui commence, on a l'expérience de l'éducation thérapeutique dans le syndrome de Marfan pour en avoir mis en place il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, qui était une éducation thérapeutique présentielle dans laquelle il y avait l'association de patients qui participaient et la psychologue était chargée du recrutement. En pratique, on n'a pas réussi à maintenir cette éducation thérapeutique en présentiel parce que le recrutement n'était pas suffisant. Alors les gens devaient venir pour la journée et donc on n'avait pas fait appel à l'hôpital de jour. On avait considéré à l'époque que ce n'était pas du soin dans le sens classique du terme et que donc ça ne justifiait pas d'une prise en charge aller-retour, ce d'autant que quand ils viennent d'un peu loin, ils ont droit à une prise en charge aller et retour au centre de référence, coordonnateur, on était le seul à l'époque, qui était une fois par an. Donc ça aurait pu être possible, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est juste pour dire que, bien que le syndrome de Marfan soit une pathologie rare, mais pas trop, bien qu'on ait eu un rayonnement national, etc., et qu'on soit localisé dans un endroit où, même si on est régional, on a quand même 12 millions de personnes autour de nous, malgré tout ça, on n'a pas été capable de maintenir l'éducation thérapeutique au long cours. Donc, faute de combattants, ça a fini par s'arrêter, surtout que c'était un gros investissement, comme on l'a vu depuis ce matin. Et donc, du coup, on s'est dit que la seule solution, c'était de faire une éducation thérapeutique qui soit accessible de partout, pour que les gens n'aient pas besoin de se déplacer, n'aient pas les problèmes de transport, n'aient pas, etc., etc. Et on a fait répondu à un appel d'offres de la DGOS et on a été financé sur un IETP que je vais vous présenter en partie. Donc ce IETP, il est organisé en un certain nombre d'ateliers qui sont représentés ici. Donc ils sont d'abord des modules d'auto-formation, diagnostic, vie quotidienne, chirurgie, désir d'enfant et accompagner son enfant. C'est le fruit d'un travail de plein de gens, parce que ça ne marche pas quand on est tout seul. Donc je vais prendre le diagnostic au hasard. Toc. Ah ben alors, attendez voir. Là, je suis sur le site internet du centre de référence, comme vous le voyez, où tout est accessible. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible. Comment ça se fait que ça tienne voilà. Donc je fais comme ça. C'est bon. Et donc ça s'appelle Marf Ensemble. Pas mal hein, comme nom. Et donc le groupe d'experts, donc Ludivine Eliaou, c'est la cardiologue, qui travaille chez nous. Laurent Gouillat, c'est le généticien. Sabrine Jadoui, c'est la conseillère en génétique. Guillaume Jondeau, vous le connaissez. Steve Jouini, c'est celui qui a fait un programme de sport et une thèse de sciences sur le sport dans le syndrome de Marfan, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Olivier Milleron, c'est le cardiologue. Déborah Néamia, c'est la psychologue qui nous quitte. Fanny Jean-Marc, c'est l'assistante sociale. Françoise Steinbach, c'est l'association des patients. Et Salma Zrewil, c'est notre psychologue. Donc c'est tout ce petit monde-là qui s'est réuni un certain nombre de fois avec l'aide d'une association, d'une structure. Comment s'appelle cette structure? L'UTEP. Non. L'UTEP, c'était local. Donc on a eu l'expérience locale, on a demandé à l'UTEP de l'aide, et après on a cherché quelqu'un d'autre. Comment ça? Et du santé. Donc que vous devez connaître. Et donc qui ont organisé les affaires. Je dois dire qu'ils ont été assez efficaces et assez bien. Et avec l'aide de Julie pour organiser les réunions, on a vu, donc ils ont fait, enfin tout ce qu'on a dit, à savoir collecter les questions, etc., voir tous les documents qui étaient disponibles, puisque comme c'est de IETP, l'idée c'est de les orienter vers des documents qui correspondent à ceux dont ils ont besoin pour parfaire leur connaissance. Et voilà. Et donc ça donne une organisation qui est, les psychologues sont chargés du recrutement et font le bilan initial au cours d'une consultation qui peut être ou en présentiel ou en téléconf. À partir de là, elle détermine quels sont les ateliers, là que je viens de vous montrer, qui correspondent à ce que le patient devrait faire pour parfaire ses connaissances.
et donc on lui donne le lien. Le patient le fait, vous allez voir, on va en faire un ensemble, et ensuite il est censé avoir appris des choses, et donc il y a après ça une réunion qui a lieu aussi en IETP, à distanciel, qui est donc une téléconf, dans laquelle il y a plusieurs patients qui ont fait le même atelier, qui se réunissent avec une psychologue et une personne, médecin, pour répondre aux questions techniques, qui dépend du type de questions qui est posée dans le module concerné. Et donc il y a aussi participe également l'assistante sociale, enfin toutes les spécialités sont représentées. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez facilement accessible. Donc l'idée, ça va être de le diffuser une fois qu'on l'aura fait. Donc là, c'est le diagnostic. Ah, je peux le mettre en plein écran? C'est ça que je cherchais. Bougez pas, ça va marcher. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Merci. Voilà. Et donc ça se présente de la façon suivante. On raconte une histoire. Donc Côme, 25 ans, a été adressé au centre de référence par son médecin traitant. Il n'avait pas de symptômes particuliers, mais il est grand, il a une scoliose et une déformation du thorax. Une échographie cardiaque a montré une dilatation de l'aorte. Il est le premier de la famille chez qui un syndrome de Marfan est diagnostiqué. Il en discute avec sa mère. Donc c'est après l'annonce du diagnostic. Donc tu n'as jamais été malade et là, tout d'un coup, on parle de cette maladie. Je ne comprends pas, c'est quoi ce Marfan? On m'a dit que c'était une maladie génétique, ça veut dire que ça vient de nous. Alors, mais tu crois que je l'ai, cette maladie, ou ton père? À votre avis, dans la famille, et donc c'est là que les gens doivent participer, Côme peut être le premier à avoir la maladie, l'un des parents est peut-être porteur, les deux parents sont forcément porteurs. Donc on va dire l'un des parents est peut-être porteur. Je craque, voilà les bonnes réponses et voilà la réponse. Le syndrome de Marfan est une maladie génétique qui veut dire que Côme est porteur dans ses gènes d'une mutation, etc. Enfin, je ne vais pas vous le faire, vous pouvez le faire quand vous voulez. Je voudrais arriver à une autre. Ensuite, à retenir, donc, il y a un petit laïus pour expliquer quelles sont les conséquences pour le patient d'avoir le diagnostic. Avec les enfants de Côme, il y a 1 sur 2 qui leur transmettent le syndrome de Marfan. Donc c'est pour ça qu'il rencontre une généticienne, une conseillère en génétique pour une enquête familiale et qu'on entend en étend l'enquête. Hop là, c'était justement le truc que je voulais vous montrer. Voilà. Pour en savoir plus, vidéo, transmission et hérédité. Et donc vous avez accès grâce à ça à des petits liens qui vous montrent, qui vous amènent sur des vidéos. Alors, je me suis rendu compte en le testant hier, qu'il y avait tout ça avant. Donc, ça me semble être un problème qu'on ait un peu de pub là-dedans. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour se passer de ce truc-là. Parce que, comme vous l'avez compris, tout ça est mis sur YouTube. Et donc, on a la réponse d'une généticienne que vous avez peut-être connue. Marfan est une maladie à transmission autosomique dominante. Donc le risque en fait est de 50%. Tout parent atteint a une chance sur 2 de transmettre la maladie. Je ne vais pas vous le faire complet, et ceci, mais c'est quelque chose qui avait été fait avec l'association. Et ceci change, n'est pas vrai dans le cas des néomutations qui correspondent à peu près 25% des cas. Elles resteront strictement identiques qu'on soit un homme ou une femme et quelle que soit son origine géographique. Voilà. Vous voyez, c'est très court et ça permet de répondre. Hop là, voilà, donc ça, on ne peut plus là, annuler. Boum. Donc ça, il faut voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de se faire de. C'est ça, hein, on était là, non? On était là. Voilà. Donc vous en avez plus l'annonce et obligation légale. Donc je vais vous montrer ça aussi puisque c'est une autre personne. Commandez dès maintenant votre carte cadeau sur The Fork. Régalez-vous ou régalez vos proches. Je ne sais pas s'il y a moyen contre ça, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Hein. En ce moment, tout augmente. Il faut que je ne sais pas si on ne peut pas mettre les vidéos sur un site qu'on paye. Plus de Donc un résultat génétique, il n'est rendu qu'en consultation. J'ai mis ça parce qu'il y en a qui la connaissent, qui sont en dehors. Il est rendu par le généticien. La plupart du temps, on essaye d'être présent lors des rendus de résultats génétiques, puisqu'on a vu les patients, on les a suivis, on les a vus en première consultation.
Si on ne peut pas être présent, c'est le généticien dans tous les cas qui les verra et qui rendra le résultat génétique. Vous voyez, 2 minutes 01 en total. Donc c'est des vidéos très courtes. Si on n'a pas de résultat positif, c'est-à-dire que lors d'une première analyse génétique, il peut y avoir des résultats, ce qu'on appelle des résultats intermédiaires. On ne va pas systématiquement convoquer les patients. On leur rend lorsqu'ils viennent nous voir en consultation de suivi. Et si c'était à la demande du patient. Je vois qu'il reste 15 secondes. Donc voilà. Donc vous avez compris le principe de notre affaire. Donc l'idée, c'est on va commencer. Donc le recrutement des patients a déjà eu lieu. Les psychologues ont déjà eu plusieurs patients qui sont volontaires et qui sont intéressés. Il faut qu'elles fassent le bilan éducatif initial. Oui. Et puis qu'ensuite les patients fassent ça. Et c'est organisé de façon à ce que tous les mois, il y ait un groupe qui correspondra à chacun des diagnostics qui sont évoqués ici, c'est-à-dire, si je reviens sur ici, hop, voilà. Donc il y aura un groupe pour le diagnostic, puis ensuite le mois suivant, ça sera la vie quotidienne, puis ensuite le mois suivant, ça sera la chirurgie, puis ensuite le mois suivant, ça sera le désir d'enfant, et puis le mois suivant, ça sera accompagner son enfant. Et donc, comme ça, on espère qu'on aura plus de monde, que ça sera plus simple à organiser, et ça permettra de faire éventuellement les ateliers à des heures qui seront commodes pour tout le monde. Et que ça permettra éventuellement de faire participer plus que simplement le centre de référence de Marfan, de Paris. Voilà. Donc je passe la parole au suivant. Les questions, on les fait tout à la fin, comme pour les autres. Voilà. Alors transition Grand Sud, ils viennent à deux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a une espèce de transition entre les deux. Toulouse et Marseille. Et donc, on a eu une bourse pour mettre en place, dans le cadre du syndrome de Marfan et apparenté, donc en fait, c'est Marfan avec un S, je l'ai mal écrit, sur l'étape de la transition. Donc, on s'adresse à des jeunes de 15 à 25 ans. Alors, pourquoi l'étape de la transition ? À la fois, c'est un peu par affinité, parce que nos centres prennent en charge entre 30 et 40% d'enfants. C'est bien entendu une étape de la vie, on va dire, personnelle, qui est propice à penser sa vie, se responsabiliser, choisir, s'engager, se projeter. C'est donc le bon moment pour une invitation. Bien sûr, c'est le patient qu'il va falloir inviter, c'est pas ses parents qu'il va falloir inviter à le mettre dans la voiture et à le bousculer à venir. C'est un moment où il va falloir se poser sur, effectivement, l'inviter à faire un temps de pause sur sa maladie, sur les ressources, sur comment s'adapter et devenir autonome avec ça, et toujours se projeter. Et pour nous, ce qui était important aussi, c'était le moment de créer des liens. Donc, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'à la fois, on s'adresse à des jeunes qui ne se posent pas forcément, à ce moment-là de la transition, la question de leur maladie et de vivre avec, soit parce qu'en fait, ils ont été tellement portés par les aidants que ce n'est pas spontanés, ils savent chercher les infos à cet âge-là, mais ils vont chercher d'autres infos, soit parce que finalement c'est une maladie qui a été très bruyante sur le plan familial, ça leur est tombé dessus sur un dépistage, mais ils sont post-symptomatiques, donc ils sont encore plus loin de la problématique, et puis ça les dérange à un moment où ils ont parfois des choix professionnels, rentrer dans l'armée, être pilote de ligne ou autre, bon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'hétérogénéité du public qu'il va falloir, par la modalité et le programme, séduire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a dit Marfan et apparenté. Donc on a clairement des formes familiales, on va dire non syndromiques, où on est vraiment dans l'anticipation finalement du pronostic cardiovasculaire, et d'autres qui ont eu un parcours de soins beaucoup plus compliqué. Et comment faire se rencontrer ces deux types de publics. Donc on a dit qu'on avait pu bénéficier donc de cette bourse. Le contexte territorial, c'est d'abord l'expérience d'Yves, puisque lui, il prend en charge l'ETP, cardiopathie congénitale et HTAP depuis 2018, et donc il l'a étendu en 2021 au syndrome de Marfan. Nous, on était novices, aussi bien du côté cardiopédiatrie, où il n'y avait pas un ETP réellement en termes de programme, où on faisait de l'éducation thérapeutique, mais on va dire en consultation,
Donc, côté Marfan, on n'avait pas du tout encore anticipé cette démarche. Donc, c'était créé et labellisé au sein de l'ARS PACA ce nouveau programme. Donc, on a dit 15-25 ans avec la possibilité d'un atelier sur les aidants qu'on n'a pas encore mis en place. Et donc, tout de suite, finalement, dès qu'on a ce projet de nouveau programme, il y a les problématiques pédagogiques et structurelles. Donc, on nous a dit, écoutez, la transition dans le Marfan, vous connaissez. Est-ce qu'il y a des programmes qui existent ? Non. Donc, il va falloir construire un guide d'entretien et un référentiel de compétences adapté à ce public-là. Donc là, ça a été le début de l'aventure. On s'était donné comme autre objectif, finalement, pour toucher cette population qui, au niveau géographique, est très étendue. On est quand même sur 2 régions. Et puis, en intra-région, on a des patients qui habitent Gap, Montélimar. Enfin, c'est assez large. Donc, d'emblée, on l'a pensé présentiel pour la spécificité de la transition, mais hybride parce qu'il allait falloir toucher un public large. Et puis après, développer des outils pédagogiques plutôt numériques, puisque ça faisait partie de l'appel d'offres. La communication, via nos centres, et puis l'association Marfan, qui est vraiment dans la triangulaire. Les objectifs pédagogiques, qui sont communs à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, comprendre la maladie, connaître la maladie, comprendre le mode de transmission, mais l'aborder dans un public à partir de 15 ans, en seconde, on commence en SVT à voir la génétique, adapter son mode de vie, bien sûr, encourager le sport et l'activité physique adaptée, trouver les ressources pour mieux vivre sa maladie, et à la fois, on va dire, dans son environnement personnel et d'un point de vue médical et psychosocial au niveau territorial. Enfin, c'est l'occasion de rencontrer l'environnement associatif. Donc la première étape, ça a été de construire un référentiel de compétences dédié transition Marfan. Donc là, c'est en équipe qu'on l'a fait avec l'association Marfan et aussi aidé par la faculté Aix-Marseille de psychologie sociale de la santé, qui avait un Master 2 qui était très motivé. Donc on a fait une revue de la littérature sur une période 2000-2019 sur tout ce qui touchait le syndrome de Marfan, les maladies aortiques, les collectivist disease qui touchaient tout ce qui était cardiovasculaire, et tous les termes de qualité de vie qui étaient donc potentiellement associés. Et au final, on a abouti sur une recherche où il y avait quasiment 300 articles, à lire 44 articles et en trio à analyser 26 articles en s'intéressant en particulier à la sphère physique et médicale. Donc il y avait en fait des tableurs Excel à remplir sur la description, à la fois version soignant et version patient, de l'impact quotidien de la maladie, de l'enjeu du traitement, comment on y adhérait, toujours ces symptômes de douleur, fatigue, troubles du sommeil, la sphère psychologique, à la fois par l'image qu'on a de soi et puis la vie sociale. La dimension hérédité, donc culpabilité. Alors ça, on n'a pas trouvé beaucoup de choses dans la sphère ado pour ces thématiques-là, notamment le futur, la vie de couple, le projet d'enfant, et puis l'environnement scolaire et professionnel. Donc c'est trois lectrices, donc une pédiatre, une psychologue, Sylvie Palazzolo qui est là aujourd'hui, une étudiante en Master 2, et puis après une évaluation. Donc il y avait aussi Madame de Ségonzac, donc qui représentait l'association Marfan et qui nous a beaucoup soutenus. Et puis après il y a eu une évaluation sur des patients volontaires de ces guides d'entretien, de ce guide d'entretien créé pour mettre en place le référentiel de compétences, qui finalement est assez proche. On se dit tout ce travail pour ça. Il y a des nuances. Il est assez proche de ce qu'on connaît pour l'adulte. Et c'est surtout dans le bilan éducatif, en fait, que les questions et la façon d'amener les choses va être beaucoup plus ciblée. Mais on est dans les savoirs médicaux, les savoir-faire qui sont assez, on va dire, sensés, rationnels et sensés. Donc, comment on a réussi de façon assez parallèle, parce qu'en fait, Yves, c'est le coach, parce qu'il a l'expérience. Après, on avait moins l'expérience, tous les deux. Ce qui était nouveau, c'est la transition, cet âge-là. Donc, on a beaucoup parlé, comment les faire venir, comment toucher le public. On n'a pas, pour notre part à Marseille, on n'a pas d'hôpital de jour, c'est une consultation pluridisciplinaire. Effectivement, dans cet âge-là, ils sont très pris. Étudiants, ils sont pris, mais au lycée, ils sont pris par autre chose. Et puis, il y a la dimension accompagnement parental. C'est possible pour une consultation de soins, c'est plus difficile pour le TP. Donc, en fait, on a trouvé la solution en s'épuisant un peu au début de la journée transition.
Donc en fait, on définit à peu près 6 dates dans l'année où la matinée est dédiée aux explorations et à la rencontre de l'équipe pédiatrique et adulte pour le soin. Et l'après-midi est dédié à l'ETP, en essayant de faire là, des groupes aussi, c'est parfois des sous-groupes, hein, parce qu'en général, voilà, on met les 15-18 ans ensemble, après voilà, les 17-22 ans ensemble, mais on essaye de faire du mixte. Le moment de midi du repas est partagé entre patients, aidants et soignants. Et donc sur un projet qui était des ateliers d'environ 2 heures, on avait donc prévu dans cette première phase de ce nouveau programme 4 ateliers. On s'est retrouvé finalement à essayer de gérer les choses et finalement avec une participation qui est assez active et qui suffit vu l'âge en 3h30. Donc on propose 4 ateliers. Les deux premiers ne sont pas les principaux mais les obligatoires. Marfan c'est quoi et Bouger oui mais comment. Et puis finalement le troisième il s'est très très vite mis dans le circuit parce que c'était celui qui était demandé quand on faisait le bilan éducatif partagé. Connaissance et estime de soi, qui est un moment très, très fort du programme. Le bilan éducatif, il a lieu donc soit au décours d'une consultation pluridisciplinaire, soit en téléconsultation de façon systématique. Et puis, on propose en parallèle, donc d'emblée, Yves a eu l'initiative d'un projet de recherche pour évaluer en parallèle du programme la qualité de vie qui s'appelle Ma Vie. Et donc, on a un e-questionnaire, c'est une participation volontaire qu'on propose 1 mois avant et 1 mois après le programme. Donc, il faut un lieu sympa. Donc, nous, à Marseille, on a l'Appart. C'est un lieu qui a été financé par les Pièces jaunes, qui est situé à Timone-Enfant et oui, je me dépêche. Et qui permet à la fois de faire des consultations, comme vous pouvez le voir, il y a des pièces de consultation et des lieux de rencontre assez conviviales, à la fois pour les aidants et puis pour les groupes et les ateliers. Donc bon, le Marfan c'est quoi, on l'aborde dans 3 aspects. D'abord, Marfan et moi. Comment j'ai dû m'adapter? Est-ce que finalement ça a eu un impact déjà dans ma vie? Pourquoi c'est important de savoir qu'on a le syndrome de Marfan? Après, c'est Marfan, c'est quoi? Comment vit-on avec? Et qu'est-ce qu'on a entendu autour du Marfan? Avec beaucoup de questions vraies-faux. On a aussi une roue qu'on peut tourner. Enfin, il faut inciter de différentes façons. Et finalement, est-ce que c'est grave d'être Marfan? Et donc, on aborde l'histoire naturelle de la maladie. On a quelques outils qui leur sont proposés après le BEP pour qu'ils puissent réfléchir. À quoi ça me fait penser, quels sont les impacts dans ma vie. Et puis ça, ce sont des outils sur tablette qui sont utilisés aussi au moment des ateliers. C'est surtout utilisé à Toulouse pour le moment, où on a donc une réaction individuelle et puis après une réponse collective. Ce qui fait un autre moment fort de ce programme, c'est la participation directe d'un éducateur en activité physique adaptée. Donc on a eu du mal à le rencontrer, mais il est président d'une association qui est donc soutenue par le département. Il est à mi-temps à la PHM, mais dans le service de réadaptation fonctionnelle. Et donc il va aider l'animateur qui est le cardiopédiatre en faisant faire du sport pendant l'atelier, en faisant tester justement les effets délétères sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle, en fait, qu'ils puissent palper quelles sont les différences entre les 2 types de sport, et en proposant en fait après une consultation individuelle et d'engager un programme avec un réseau d'APA régional. Et puis, pour terminer, il y a l'atelier estime de soi, où là, finalement, on va revenir sur la façon de se présenter, mais peut-être différemment. On a vu les enjeux de la pathologie et il va falloir repartir avec son programme de vie et son bagage au niveau des ressources sur la pathologie. Donc, invité à se présenter autrement que par sa maladie et à parler de ses forces. Là aussi, on a eu vraiment des retours très, très positifs. Donc, ça se passe, vous avez vu, dans des environnements aussi conviviaux des 2 côtés, Marseille, Toulouse. Et alors, l'étape qui suit, c'est finalement... On a deux soucis, toucher le public des extrémités, les 10-14 ans et les plus âgés, les plus de 25 ans, qui sont déjà sur le marché du travail ou qui sont partis étudier ailleurs. Animer d'autres ateliers comme le projet d'enfant, qui n'est pas forcément quelque chose qui est adapté tout de suite à 15-18 ans. Ce n'est pas les problématiques notamment que les jeunes garçons se posent. Donc le TP hybride, on l'a vu de 2 façons. On l'a vu avec des consultations individuelles pour le BEP, ça se voit aussi pour l'estime de soi. Et on l'a envisagé aussi pour toucher un public plus large, notamment le week-end, et toucher un territoire plus large en ayant 2 sites qui se connectent en même moment avec des groupes de patients. Donc le bilan sur cette ETP, c'est 5 séances.
2 sur un site, 3 sur l'autre. C'est 26 patients au total, avec des retours satisfaisants autant des patients que des soignants. Où on sait vraiment, le retour, c'est l'importance du patient expert et de l'atelier en psychologie, donc quelques retours patients qu'on évalue à la fois comme il se doit, de façon anonyme, en leur posant quelques questions sur le programme et la journée. Et puis j'ai beaucoup aimé, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai appris que je pouvais me présenter autrement que par ma maladie, je me suis vue à travers d'autres personnes qui me ressemblent, donc on focalise vraiment sur le fait que à cet âge-là, la rencontre et l'échange, finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est les échanges de numéros de téléphone, c'est vraiment une convivialité et une vraie interaction entre eux. Finalement, c'était très, très positif. Donc, pour l'adapter, ça va être le topo Div. Des modules maintenant, une plateforme numérique pour l'adapter aux plus jeunes, 10-14 ans, parce que de par son expérience, peut-être que tu veux dire, c'est un public qu'il faut peut-être initier déjà à la problématique un peu plus tôt. Voir comment en fait ces séances éducatives elles peuvent donner lieu à des petits films et à des choses qu'on diffuse, qu'on partage au niveau du sport, et puis voir comment on peut soutenir finalement cette approche d'évaluation de l'ETP, parce qu'on investit beaucoup et on va avoir besoin d'avoir un retour qui soit scientifiquement valable. Donc voilà, c'est une façon de soutenir la démarche de recherche d'Yves. Moi, je ne dirais pas grand-chose de plus, puisque tout à l'heure, je mobilise un petit peu la parole sur le TP numérique, et donc on reparlera un petit peu de cette stratégie. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette ETP, c'est assez nouveau, puisqu'en réalité, on a commencé il y a 1 an et demi environ pour le Marfan, mais qu'il y a une évaluation constante, puisque ça fait partie d'une étude de recherche clinique, c'est-à-dire que financée avec des financements des GOS, et qu'on aura une évaluation finalement à la fois sur le retour en termes de connaissances des patients, qu'est-ce que ça leur a apporté, mais aussi sur la qualité de vie des patients. Et on pense beaucoup que l'ETP peut participer avec les ateliers psychologiques, avec l'intervention d'autres professionnels à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Merci bien. Donc on va passer maintenant à Lyon avec Claire Puget, qui va nous présenter le programme d'éducation thérapeutique de Lyon dans le Marfan. 10 minutes, normalement. Ça va être plus rapide parce que nous, c'est une expérience qui s'est pas... Enfin voilà, on s'est confronté à un échec du coup, et on s'est dit que c'était quand même intéressant de vous la présenter. Donc nous, fin de l'année dernière, la fin 2021, du coup, en équipe, on avait le souhait de développer un programme pour le Marfan. Le constat des professionnels, alors je ne parle pas de moi parce que moi je ne connais pas bien le Marfan, mais des professionnels qui le connaissaient bien, c'était que les enfants et les adolescents vivaient difficilement le fait d'avoir une grande taille. Du coup, on a décidé en fin décembre de développer un programme qui répondait à cette problématique. Et faute de temps, voilà, on a décidé de prendre en fait un programme qui a été développé par la filière Andirard, qui s'appelle Échange de regards. Et donc, on souhaitait le débuter en octobre 2022, pendant les vacances scolaires. Donc, ce programme-là, je vous décris brièvement. C'est un programme qui concerne, pour lequel on recrutait 4 enfants âgés de 6 à 11 ans. Donc, soit on faisait des groupes de 6-8 ans, soit des groupes de 9-11 ans. Porteurs d'une maladie génétique avec un handicap morphologique visible, donc on estimait que la grande taille, ça répondait à cette problématique, et souffrant du regard des autres. C'est un programme qui a été créé par les professionnels des centres de référence et compétences des anomalies du développement, et donc soutenu par la filière Andirard. Donc, le problème alors oui, dans le programme, en fait, on réalisait un BEP, un bilan éducatif partagé avec l'enfant seul. C'était sous forme très ludique, c'était un jeu en fait où on voyageait d'île en île, où on explorait comme ça toutes les dimensions globales de l'enfant. Et ensuite, il y avait 4 ateliers collectifs qui étaient réalisés sur 2 ou 2,5 jours au désir de l'équipe, quoi. Ensuite, dans ces activités, pendant ces journées, on faisait des activités très ludiques, des jeux, des activités manuelles, des jeux de rôle. Et on passait je ne sais pas si vous connaissez le film Wonder, moi je ne connaissais pas, mais c'est un très très beau film sur la différence. Donc on passait des extraits de films pour échanger là-dessus.
Et l'objectif pédagogique principal, c'était de développer ou renforcer des stratégies pour faire face au regard d'autrui. Et ensuite, on faisait une évaluation sommative avec l'enfant seul. Le problème, c'est que j'ai passé pas mal de temps, enfin des mois, à essayer de trouver des enfants qui étaient intéressés, qui souhaitaient faire ce programme. Et j'en ai recruté qu'un seul. J'ai fait un seul bilan éducatif partagé. Alors, la problématique qui s'est posée, c'est qu'en fait, par rapport à la tranche d'âge qui était fixée par le programme, il n'y avait que 12 patients, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, qui étaient concernés. Donc 4 enfants de 6 habitants et 8 enfants de 9 à 11 ans. Donc moi, on a souhaité commencer par les 9-11, aussi parce que le programme répondait, à notre sens, plus à leurs problématiques, parce qu'ils allaient arriver au collège. Alors, j'ai été confrontée déjà, seulement 7 familles m'ont répondu. Donc, j'ai appelé, relancé par courrier, par mail. Il y a des gens qui ne m'ont jamais répondu. Donc, ça veut dire que clairement, ça ne les intéressait pas. Et il y a une seule enfant qui était intéressée par le programme. Donc, j'ai fait le BEP avec elle. Et en fin de compte, je me suis rendu compte à l'issue du BEP qu'effectivement, elle était en souffrance, cette petite fille, mais pas trop par sa grande taille, plus par le fait de l'annonce de la maladie, du fait de la différence que c'était d'avoir cette maladie de Marfan par rapport aux autres, dans un contexte Covid où il y avait tout ça aussi autour. Donc je trouvais que ça ne répondait en plus pas forcément bien au programme. Il y avait aussi une maman qui était intéressée pour son fils, parce qu'il allait rentrer au collège, qu'il avait un creux sternal et une scoliose, et qu'à la piscine, c'était des fois compliqué. Mais le jeune, pas du tout intéressé, donc pas possible pour lui non plus. Et tous les autres patients, tous les autres parents que j'ai eus, globalement, il n'y avait pas de problème pour leurs enfants. Ils me disaient qu'ils vivaient très bien leur grande taille, qu'ils étaient bien intégrés. Donc ça pose aussi la question de le regard de la société sur la grande taille, tout ça. Par contre, ce que m'ont rapporté les familles, qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de questions qui se posaient par rapport à l'activité sportive. Le fait qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de questionnements, de frustration pour les enfants, de questions sans réponse pour les parents. Et les parents m'ont rapporté aussi qu'ils étaient demandeurs aussi d'un programme un peu plus généraliste en fait, sur la maladie de Marfan pour développer leur connaissance de la maladie. Voilà. Donc, à l'issue de ça, du coup, on en a rediscuté en équipe. Et moi, j'avais contacté aussi tous les centres qui avaient développé avant qu'on décide de faire échange de regards. J'avais contacté les 3 centres qui avaient commencé à développer un projet ou mis en place, du coup, un programme Marfan, donc Paris, Toulouse et Marseille. Et du coup, moi, j'étais très intéressée, du coup, pour qu'on puisse s'inspirer de ce que vous aviez fait. Et donc, à l'issue de ce qu'on a eu au téléphone, du coup, je pense qu'on a pensé, du coup, en équipe, c'était bien de faire un programme plus généraliste sur la maladie, qui serait adaptable à l'âge des patients, donc à des enfants, mais à des adultes, en fait, où il y aurait des ateliers qui seraient modulables, à destination des parents aussi, ça c'est très important. Et puis d'intégrer, comme ça a été dit avant, un atelier où il y aurait une professionnelle APA pour répondre à la problématique du sport. Et ce que je voulais dire, ce que ça montre aussi, cette expérience un peu ratée par rapport au Marfan pour nous, du coup, c'est que c'est très très important de prendre le temps en fait, de faire une enquête des besoins auprès des patients. C'est très chronophage, mais en fait c'est un gain de temps pour la suite après, parce que du coup on ne va pas se heurter à des problématiques qui ne sont pas les réelles problématiques des patients. Voilà. Merci beaucoup. On passe à Rennes avec Marie-Cécile Agnier et Jean-Michel Ada. La flèche. Ah voilà, impeccable. Ça y est, c'est bon. Donc, je m'appelle donc Marie-Cécile Agnier, je suis infirmière puéricultrice au centre de génétique de Rennes. Je laisse présenter. Et Jean-Michel Ada, donc le secrétaire général de Marfan. Donc, on va vous faire un point d'étape de où on en est rendu à Rennes
pour la mise en place de l'ETP Marfan. Nous avons eu le financement grâce à la filière d'un 10%, donc 2 jours par mois. C'est pas beaucoup, surtout que des fois sur le planning, c'est pas toujours effectif, mais c'est déjà ça, c'est un début. On a constitué une équipe, donc moi-même, ma collègue Sonia Demignac qui est infirmière aussi, Cédric Latouche qui est assistant social, Nolwenn Jean Mercé, un des médecins, Adeline Basquin qui est cardiopédiatre, Jean-Michel et Sylvie Audan qui est la chef de service de génétique. Je laisse Jean-Michel. Alors, on a fait la démarche suivante. Donc, Marie-Cécile vient de parler du premier point, hein, la possibilité de financement. Donc, dans les gens qui sont passés en consultation, donc Marie-Cécile a ciblé les 18-25, y compris sur quelque chose sur des gens qui étaient Saint-Brieuc, un peu plus loin. Marie-Christine nous avons fait une élaboration d'un e-questionnaire. Et surtout, Marie-Cécile a appelé les 20 familles. Voilà. Donc, expliquer la démarche, information de l'envoi du mail derrière, avant le questionnaire, et information que le retour leur sera fait début 2023 avec la proposition d'une journée OTP. Lors de l'appel, il y avait un sentiment d'une réelle adhésion, Marie-Cécile l'a senti, quelquefois d'une prise de conscience du retard dans le suivi, puisqu'elle est aussi l'infirmière coordinatrice de la consultation, donc ça permettait peut-être de rappeler qu'il fallait peut-être repasser à Rennes, et d'une envie de témoigner de parcours. Mais aussi le refus d'en parler, même un peu comme ceux qui sont venus avant nous. Bon, à cet âge-là, il y a des moments où ras-le-bol, quoi. Donc le diaporama est juste en 2 parties, hein. On va vous faire juste un retour des résultats du questionnaire et quelles étapes on envisage après. Donc, j'ai envoyé 25 e-questionnaires. On l'avait fait en format informatique pour que ce soit plus facile. Et on a eu 11 retours. C'est déjà ça. Alors, rapidement, 72% c'était la maladie de Marfan, et puis bon, le reste des syndromes apparentés. Et bon, vous voyez là, devant vous, grosso modo, 8, il y a 8 personnes, 8 jeunes, qui savaient ça dès la naissance, voire l'enfance. Et l'adolescence, il y en a 2, et âge adulte, il y en a 1. Bon, alors, âge adulte, oui, plutôt 25 ans, donc c'est des semi-adultes, si je puis dire. L'âge en moyenne, alors il y en a plus de 40 ans, il y en a 3. Alors j'ai demandé à Marie-Cécile ce que c'était. En fait, ce sont les parents qui ont répondu aussi, selon l'âge, d'accord ? Sinon, la majorité, c'est normal, c'est 18-26 ans. 12% de femmes, et le reste en hommes. Je ne sais pas quelle était la proportion dans les 25, si c'est cette proportion, ou si les femmes ont plus répondu que les hommes. Je pense qu'il y a les mamans qui ont répondu. D'accord. Il y a les mamans, voilà. Oui, et malgré l'âge, la maman est très présente, ce qui n'est pas un reproche, mais c'est un signe. La première personne diagnostiquée, oui, essentiellement. Dans une association, oui, plutôt non d'ailleurs, pardon. Et alors, manque d'information, manque d'envie, ça c'est voilà. Manque de temps, ça peut-être, oui. Pas besoin, un seul quand même. Pas envie d'y penser, donc pas de parler, pas important d'échanger, mais peut-être pas pour moi. Et il y a une personne engagée auprès de l'association, c'est vrai, une jeune de 24 ans, qui a déjà mené 2 actions pour l'association et puis les patients, qui est effectivement très, très dynamique, déjà pour gérer sa propre maladie. Alors, le genre de séance qu'il souhaitait, c'est à moi toujours ? Non, c'est à vous. Donc, le modèle de séance qui est plus souhaité par les patients, c'est plus collectif, du coup. Et donc, les thèmes que les patients voulaient aborder, donc il y en avait plusieurs, et je vous ai mis par priorité ceux qui ont été retenus, dont l'impact de la maladie sur la vie quotidienne, au même titre les impacts sur les droits sociaux, les impacts sur la vie sociale, ensuite sur les loisirs et l'activité sportive et physique, l'impact sur la vie professionnelle et, en dernier, les besoins de connaissances sur la maladie. Donc je pense que nos médecins expliquent bien la maladie aussi, je pense.
Et la dernière question, donc il y avait aussi une question libre. Et on a retenu donc la fatigue sous bêta-bloquant. Est-ce qu'il y avait une autre alternative aux médicaments et la grossesse et l'accouchement? Et 2 personnes se sont proposées pour apporter leur témoignage, le vécu milieu scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tout ça? Suite à l'analyse des questionnaires, donc on a bien vu que les besoins ressortis, c'est vraiment les impacts de la maladie sur la vie sociale quotidienne et l'accès aux droits sociaux. Et on a retenu aussi le questionnement sur l'état de fatigue lié aux médicaments. Alors, après réflexion avec le référent UTEP de Rennes, qui nous soutient aussi dans la démarche, nous allons essayer de proposer 2 séances. Alors, on ne part pas dans l'élaboration d'un vrai programme, mais plutôt de séances d'éducation ciblées dans un premier temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on veut commencer petit, et puis on fera évoluer après. Et on a envie de proposer un atelier donc administratif et un atelier être en forme avec le Marfan. Juste un petit détail donc, sur l'explication de l'atelier administratif. Donc, c'est avec l'aide du Centre de référence de Toulouse que je remercie, qui nous a donné ces outils. Ça nous permet d'avancer un peu plus vite, de ne pas tout créer aussi. Et à partir d'un autre programme aussi qu'on a dans le service, on proposerait le diaporama avec 4 situations qui permettent de travailler sur le dossier médical, les premiers rendez-vous médicaux en autonomie, parler de tout ce qui est carte vitale, mutuelle, l'adaptation du temps scolaire ou professionnel suivant les situations, et ma vie étudiante. On avait envie de proposer aussi, mais j'attends vos conseils si vous en avez, un carnet de bord à remplir lors de cette séance librement par le patient, ce qu'il veut retenir de cette séance, avec les différents thèmes abordés, mon dossier médical. On aborde aussi, par exemple, le dossier médical partagé, les rendez-vous et les notes libres. Deuxième atelier, donc l'après-midi, Marie-Cécile l'a peut-être indiqué, l'ambition pour le moment c'est de faire une journée. Donc l'après-midi, être en forme avec le Marfan, donc reconnaître les signes de la fatigue, bien sûr, l'origine, la stratégie pour faire face, et des jeux et des fiches comme outils. Je ne me souviens plus, Marie-Cécile, ce que c'est que l'IREPS. L'IREPS, c'est une entité à Rennes où on peut louer des outils, des jeux, des fiches, des outils pédagogiques pour les séances. Et probablement faire appel à un ou une APA, comme vous tous, conseils en relaxation, pistes concrètes, donc des CD, des applications, des modes de respiration, enfin ce qu'on a vu avec vous aussi pour les autres. Donc voilà les objectifs. Voilà, donc on envisage donc de proposer une date début 2023. Donc on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'il faut un doodle pour pouvoir trouver un maximum de recrutement, justement, puisque c'est vraiment le problème, apparemment. Est-ce qu'il faut une date pendant les vacances scolaires ou pas? L'horaire de la journée, je pense qu'il y a des gens qui peuvent venir de loin, donc 10h, 16h, le temps d'arriver, tout ça, ça pourrait être bien. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. Voilà, juste une dernière précision. On est très optimiste et on pense que dans la mesure où Marie-Cécile les a eus pratiquement tous au téléphone, enfin tous, on pense que ça ne va pas être trop compliqué peut-être d'arrêter une date commune. Voilà. On se fait peut-être des illusions parce qu'avec ce que vous nous avez raconté avant, ça va être compliqué. Merci. On va passer à Caen avec Laurent Chaussavoine qui va nous parler de l'expérience de Caen. Et après, on aura le temps pour discuter de tout ça. Je vais donc vous présenter nos projets pour pouvoir proposer aux patients qu'on suit dans le service de médecine vasculaire du CHU de Caen, pour un syndrome de Marfan ou pour une maladie de Randu-Osler, des ateliers ETP. Donc ça a commencé il y a plusieurs années où on a eu l'idée de proposer des ateliers ETP aux patients qu'on suit, notamment sous l'impulsion des associations de patients, AMRO et Marfan, qui étaient très demandeurs de proposer aux patients des outils pour les autonomiser dans leur vie quotidienne avec la maladie chronique. Aussi, via des retours d'expérience d'autres patients qui sont suivis dans le service, mais qui dépendent d'autres filières, comme la FI2R, qui depuis longtemps propose des ateliers ETP. Et également un souhait de l'équipe soignante
pour trouver un projet afin de se réunir et également améliorer bien sûr l'observance thérapeutique des patients et leur autonomie dans le suivi. Alors très rapidement, on s'est confronté à des freins, notamment l'absence du TEP, donc avec qui limite en fait la possibilité de se former en interne, également qui limitait l'accès aux ressources. Du côté, une frilosité, voire une fraîcheur administrative, notamment pour libérer du temps infirmier, des locaux, du matériel. Se poser aussi la question dont on a déjà beaucoup parlé sur le recrutement des patients. Est-ce que dans le cadre de maladies rares, on allait pouvoir avoir suffisamment de patients pour pouvoir réaliser ces ateliers? Également pour trouver des patients partenaires qu'on souhaitait pouvoir intégrer à la démarche dès le début. Et quand on se tournait vers des organismes de formation extérieurs, se poser la question du financement. Et ce qu'on aurait aimé, ce qu'on pensait trouver un peu naïvement au début, c'était également des formations qui abordaient le sujet des maladies rares qu'on n'a pas trouvé. Là-dessus, il y a eu l'appel à un projet de la filière Multi en 2021 auquel on a répondu, qui a beaucoup permis de remobiliser les troupes et qui, malgré le Covid, a permis déjà de former 4 médecins du service, 2 infirmières à la formation pour dispenser ETP. Et il y a un des médecins qui est en train de finir à la fin du mois sa formation coordonnée, un programme ETP. On a gardé des sous de côté pour former donc, nos patients partenaires. On aimerait aussi, comme il a été abordé précédemment, former un membre de l'équipe du service de médecine physique et réadaptation pour pouvoir proposer de l'activité physique adaptée. Également pour aller pouvoir visiter des centres comme celui de Lyon, qui ont déjà mis, donc pour le rendu Osler, qui ont déjà une expérience en fait, des ateliers de TP pour voir si on peut les mettre en place au CHU de Caen et éventuellement développer de nouveaux ateliers, de nouveaux outils. On a aussi réfléchi à l'organisation avec 2 objectifs qui sont de rentabiliser un maximum le temps passé par nos patients en CHU, puisqu'on a des patients qui viennent de toute la Normandie, mais aussi un peu d'au-delà, donc comme la Sarthe, la Mayenne, qui sont facilement à 2 heures de route. Et le deuxième objectif, qui on l'a compris, est bien important, c'est aussi de valoriser cette activité afin de la pérenniser, notamment sur le temps infirmier. Donc, en discutant avec d'autres collègues du CHU qui font beaucoup de TP, comme les diabétos, en fait, il nous a paru logique, comme ce qu'on fait déjà, d'intégrer en fait le TP, d'intégrer nos futurs projets de TP dans le parcours ambulatoire des patients et notamment dans leur journée d'HDJ pour leur bilan de suivi. Alors, sur les journées d'HDJ, on imagine facilement qu'on peut faire, comme il a été évoqué, je ne sais plus par quel centre, regrouper les examens, les explorations le matin et puis consacrer l'autre demi-journée à de l'ETP. Mais également, on pense à ce type de parcours où, quand le patient revient pour avoir en consultation génétique la remise de ses résultats, il pourrait par la suite avoir une consultation d'infirmière pour prendre des constantes et avoir un électrocardiogramme. Nous voir ensuite en consultation de médecine vasculaire afin qu'on puisse lui réexpliquer la pathologie, lui réexpliquer un peu le suivi, éventuellement adapter le traitement par bêta-bloquant s'il s'agit d'un patient avec un syndrome de Marfan, remettre la documentation de la filière ou des associations de patients, et puis enchaîner par exemple sur un diagnostic éducatif et un programme personnalisé. C'est pas très bien passé, mais donc on a aussi réfléchi au support. Donc au début, on était très naïf et surtout on ne connaissait pas du tout tous les projets qui existaient déjà dans la filière et on pensait pouvoir tout faire nous-mêmes. Ce qui nous paraît de moins en moins pertinent, d'une part parce qu'on voit déjà l'énergie qu'on a investie dans la formation, dans l'organisation en fait, de ces filières et puis tous les beaux projets qui ont été présentés auparavant. Donc on part plutôt sur essayer d'adapter ces projets, proposer en fait, à nos patients de participer à ces projets. Donc il y en a 2 notamment qu'on a commencé à contacter. Donc le TP qui a été présenté, Transition qui a été présenté par Dr Dulac et Dr Ball, qui a notamment l'avantage d'avoir des ateliers en distanciel chez des patients qui, en tout cas, nous semblent demandeurs, mais bon, c'est vrai qu'on a vu dans les échanges que finalement, c'est peut-être plus les patients qui sont demandeurs en fait, de participer, les parents plutôt que les enfants. Et puis également le programme de TP qui est développé à Lyon par Dr Dupuy-Giraud et puis Madame Puget. En conclusion sur ce petit retour d'expérience sur la mise en place de parcours de TP dans un centre de compétences, le rôle de la filière il nous semble primordial
sur le financement déjà, sur l'intérêt de journées comme celle-ci pour échanger sur les pratiques au sein de la filière. Également la mise à disposition de ressources. Donc on a parlé, le centre de Lyon a parlé tout à l'heure de la mallette qu'elle pourrait mettre un peu à disposition après une formation. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans la filière FI2R où il y a une sorte de starting pack en fait, dans les centres de la filière en fait, qui veulent développer des projets TP. Pourquoi pas des formations plus spécifiques au sein de la filière sur l'éducation thérapeutique aux maladies rares. Et enfin, on a dit qu'on fixait la journée sous le signe du positif. Donc, il y a quand même, même si c'est laborieux, il y a quand même beaucoup de positifs à retirer de cette mise en place de parcours de TP, notamment l'intérêt des patients, fédérer l'équipe soignante, donc les différents spécialistes ou paramédicaux. On a aussi parlé tout à l'heure avec l'équipe de Lyon de l'intérêt de la secrétaire qui est très investie auprès des patients avec maladie de Randu Osler. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et surtout, le CCMR est vraiment au centre du service. Il est vraiment moteur parce que dans le sillage de ces projets d'éducation thérapeutique pour les maladies vasculaires rares, en fait, se développent des idées pour développer des projets d'éducation thérapeutique pour la maladie thromboembolique veineuse, les traitements anticoagulants ou encore pour l'artériopathe. Voilà. Merci. Donc, on se met tous ceux qui ont présenté là, venez. On va se mettre derrière on a un beau pupitre et comme ça on va pouvoir poser des questions, répondre aux questions, etc. Oh là là. Est-ce qu'il y a des questions? Push, on est bien debout. Oui. Des questions de votre part? Alors moi, je vais en avoir des questions. Alors, moi j'avais comme question, d'abord, le fait qu'on avait un peu accéléré Yves et Laurence dans leur présentation. Donc je ne sais pas s'ils voulaient compléter un peu ce qu'ils avaient à dire. Moi, je parlerai tout à l'heure un petit peu de... Il faut que tu appuies. Oui. Donc, sur le TP numérique, enfin, je vais parler un peu globalement, mais quelles sont les pistes pour le Marfan? On pourra rediscuter de cet aspect-là au décours, puisqu'on comprend bien que aujourd'hui, on a eu principalement discuté des programmes en présentiel. Et toi, tu nous as présenté un programme finalement de type e-learning, dit asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui contrôle un petit peu le patient est autonome finalement devant l'outil numérique, mais qu'il y a intercalé des sessions et qui choisit les formations que le patient suit. Et après, il y a un espèce d'atelier, mais qui est un atelier à distance, effectivement. Donc c'est en ça qu'on est différent de tout le monde. C'est que, voilà, c'était... Et la question est que, par exemple, on a parlé de la transition, on a évoqué aussi les enfants encore plus jeunes. Ce type de e-learning, finalement, qui est quand même toujours assez long, enfin, c'est toujours trop long pour les jeunes, peut-être n'est pas adapté à cet âge-là. Ah oui, c'est que pour les adultes pour le moment, nous. On ne fait pas les enfants. Mais les enfants, moi j'ai l'impression que c'est très, 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 très compliqué. Qu'est-ce qui a parlé des enfants? C'est là-bas où on a une expérience qui est difficile parce que les enfants, ils ne restent pas enfants très longtemps finalement. Et après, ils sortent du programme. Donc je ne sais pas ce qu'est votre expérience. Nous, on a eu, je vous dis, nous, on n'avait pas réussi à recruter alors qu'on prenait toutes les populations. Donc là, en limitant la population, moi j'ai une grande inquiétude sur le recrutement. Si je peux ajouter, je pense que les enfants, ils ne sont pas encore vraiment dans la maladie non plus. Ils n'ont pas encore de symptômes ou moins que les adultes. Alors, ça, je voudrais continuer juste sur le même sujet avec Yves. Ah oui, bon, on va laisser la salle. Non, mais allez-y. Simplement, Guillaume, pour que je comprenne bien. Donc là, il y a un BEP là, qui est fait par téléphone. Ensuite,
Par téléphone ou présentiel, hein, puisque c'est beaucoup le recrutement initial. Alors oui, je n'ai peut-être pas dit ça, mais initialement, ce qu'on pense, comme on ne connaît pas très bien comment ça va se passer, que c'est encore en phase un peu de test, on va commencer par le recrutement local, des gens qui passent dans un centre de référence et qu'on voit comment ça se passe avec le BEP et les premiers retours. Et puis ensuite, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un BEP qu'on puisse faire un peu à distance. Et d'ailleurs, c'était toi qui nous avais donné la structure du BEP que vous utilisiez et de laquelle on s'est inspiré pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu harmonisé sur le plan français aussi, avec l'idée qu'on puisse, à moyen terme, faire tous la même chose. D'accord, donc bon, alors, j'arrive, je passe le BEP en présentiel, etc. On me dit OK, vous êtes inclus. Et à ce moment-là, je suis autonome et j'ai un code ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, je commence tout seul comme je veux. Voilà. Les 5 ou 6. Non, pas les 5 ou 6, celui ou ceux qu'on vous conseille. D'accord. Et j'ai un temps limité pour. Enfin, Le temps est limité par le fait que l'atelier, donc là où il y a plusieurs personnes qui discutent en même temps en téléconférence, et a une date qui est fixe et qui est organisée de telle sorte que ça soit le moins preneur de temps pour les gens qui sont très occupés, qui sont les soignants. C'est-à-dire que c'est une fois par mois et c'est en tournant les 5. Donc le premier mois, c'est le 1, le 2, 2. Je regarde mon atelier avant cette fameuse date. Voilà, avant cette fameuse date. Et cette date-là, on en discute tous ensemble. Et puis voilà. Et après, une fois qu'on a fait le circuit qui a été prévu, on fait le bilan final. Et Allez, dans le micro. J'ai bien compris du coup les e-learning, mais par contre je comprends pas trop l'atelier collectif. En fait, j'ai du mal à visualiser comment ça se passe en fait, comment c'est. Alors, eh ben, alors, pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est difficile parce que ça s'est pas encore passé, mais comment ça va se passer, je peux vous dire comment on imagine que ça va se passer. Donc, il y a une date avec 1h30, je crois qu'on avait dit que ça durerait. Dans laquelle il y a présent la psychologue plus le médecin qui correspond au module. Donc pour le diagnostic, c'est conseiller en génétique ou généticien. Pour le sport, c'est le spécialiste du sport. Pour la chirurgie, c'est le cardiologue. Voilà. Et ensuite, participent à ça les différents patients qui ont fait par eux-mêmes le module auparavant. Tout le monde se connecte. Et puis après, comment est-ce qu'on organise sur le plan pratique cette réunion-là? C'est ça la question. J'imagine qu'on va faire un cours de table avec chacun se présente, et puis qu'après ça part dans les questions des uns des autres. Et donc il y aura, du coup par thématique, il y aura à chaque fois un groupe, c'est ça? Voilà, il y a un groupe pour chacun un groupe de discussion qui correspond à chacun des bilans, enfin des e-learning, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça se veut de l'éducation thérapeutique, ça se veut pas du e-learning. est-ce qu'il y a un outil qui permet de voir, quand ils font la session éducative asynchrone, quel est leur engagement finalement? Est-ce qu'ils finissent finalement le programme, le module? Combien de temps ils ont passé? Est-ce qu'ils ont répondu bon, pas bon? Enfin, Julie. Actuellement, non, mais j'étais en train de voir avec Vaskern parce qu'eux, ils ont une plateforme de e-learning sur Moodle qu'on aurait éventuellement pu utiliser pour mettre les programmes dessus. Donc, actuellement, non, mais effectivement, on s'était dit que ce serait bien. Donc ça fait partie des plans. Initialement, c'est compliqué parce que ça suppose un peu d'argent, etc. Et donc, comme on a le même problème avec l'Europe, on va peut-être réussir à mutualiser tout ça pour pouvoir faire en sorte qu'on suive les gens dans leur programme. L'idée étant de ce truc français, éventuellement aussi le développer au niveau européen. Ce qui permettrait à ce moment-là de justifier du financement européen sans aucun problème. Voilà où on en est, nous. Mais c'est un peu... Est-ce que c'est clair pour tout le monde, du coup? Parce que je crois que ma présentation n'était pas très claire, hein, vu toutes les questions que vous avez posées. Ça ne sera pas du présentiel. Ça sera des ateliers qui sont des ateliers en distanciel. Alors après, si on pense que c'est vraiment fondamental que ce soit présentiel et qu'il y a beaucoup de gens, rien n'empêche, à la limite, de faire des ateliers présentiels après avoir fait les formations distancielles. Je ne sais pas comment est-ce que... Voilà, à la limite, c'est des outils qui sont mis à la disposition de tout le monde. On s'était posé des questions aussi pour savoir s'il fallait faire en sorte que ne soient accessibles ces outils qu'aux personnes
pour lesquels il y a eu tout le bilan qui a été fait, ou qu'on considère un petit peu, comme vous le dites, que c'est du e-learning et que donc plus les gens sont formés et mieux ça vaut, et que s'ils ne suivent pas les sentiers battus, ben, tant pis, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est que les gens aillent mieux. Et donc, on le met à disposition. On était plutôt parti sur cette option-là, mais pas pour le promouvoir comme un e-learning. Oui. Oui, alors en fait, vous dites que vous êtes parti sur la deuxième option, c'est-à-dire finalement peut-être de l'ouvrir à tout le monde et puis de proposer une date d'échange et puis qui veut se connecte, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Là, ce que je vous ai montré, c'est quelque chose qui est accessible sur le site. Il y a aucun, enfin, tout le monde peut s'y connecter, sauf il faut connaître le chemin. Même quelqu'un qui n'a pas fait un bilan éducatif. Même quelqu'un qui n'a pas fait un bilan éducatif. Ça s'offre comme plutôt de l'e-learning. Alors, ça serait, voilà, qu'on utiliserait en première phase comme un espèce de e-learning obligatoire pour pouvoir participer à la séance globale par la suite. Donc ça veut dire que vous pouvez tracer qui l'a fait pour pouvoir... Voilà, donc ça c'est l'étape d'après, puisque tout ça c'est un peu compliqué à mettre en place. Comme vous voulez. Donc l'étape d'après à laquelle on est en train de réfléchir, c'est de faire en sorte qu'on ait un outil pour savoir qui s'est connecté et qui a fait quoi. Parce que c'est vrai, je trouve que c'est très intéressant, là, les modules, en fait, presque un peu plus quand même de e-learning, puisqu'il n'y a pas toute la... Mais moi, globalement, je trouve que bien sûr, ces outils sont intéressants et puis le distanciel, on voit que ça a des avantages. Mais c'est vrai que ce qui me questionne dans le TP et tous les outils, on va dire, techno développés, c'est en fait la contradiction avec un des fondamentaux, on va dire, de l'ETP, c'est que les programmes d'éducation thérapeutique doivent être accessibles à tous. Or, à partir du moment où on met un outil, une technologie dont certains, on sait, sont complètement incapables de maîtriser, on est un petit peu en contradiction avec ça. Alors, je m'explique. On n'est pas, pas forcément en contradiction, parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, il faut le faire dans toutes les langues. Oui, non mais... Donc nous, on l'a dit tout à l'heure, le monsieur qui parlait de l'ETP tout à l'heure, je ne me rappelle plus son, avait dit que l'ARS avait d'ailleurs donné des crédits pour pouvoir transmettre dans les gens qui ne parlaient pas le français. Parce que c'est effectivement un petit peu dans la philosophie. Dans ce que je veux dire par là, c'est que dans nos consultations, bon, moi je m'occupe du rendu Osler, en fait, ce qu'on ressent, c'est que les gens qui sont peut-être le plus besoin en ETP sont ceux qui sont le plus loin de l'utilisation d'un certain nombre de technologies. Et mon questionnement, en fait, c'est comment les programmes de TP qu'on propose, y compris le fait de se déplacer, parce que c'est un problème de se déplacer, et ces gens-là ne peuvent pas se déplacer, ont beaucoup de difficultés, comment on résout l'équation de patients dont on a l'impression qu'ils auraient très besoin de TP, ils n'ont pas toutes les motivations pour le faire, mais il faudrait les aider, et en fait, ce qu'on propose répond pas en fait à ça. Et donc, je trouve que y a un peu une fracture, quoi. Et je sais pas comment on pourra répondre à cette question. J'ai pas les réponses, mais c'est vrai que je me dis qu'il y a plein de gens qui en auraient très besoin. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit groupe de gens presque les plus motivés qui en auraient peut-être le moins besoin qu'ils sont. Mais c'est utile pour eux, bien sûr. Mais pour les autres, est-ce qu'on aurait des solutions, ceux qui habitent loin, ceux qui... voilà. Je pense que, alors je vais répondre de différentes façons. Je pense que d'abord, c'est mieux de faire quelque chose que de faire rien. Et que même si ça ne touche pas tout le monde, ça touche une partie. Cette partie-là, c'est gagnant. La deuxième chose, c'est que si on va jusqu'au bout de la mise à disposition, rien n'empêche d'utiliser ces modules lors des réunions présentielles, si on pense que c'est utile. Wow. La population qu'on cible, c'est très important parce que on a vu cette rencontre 10 ans après là, des jeunes ce matin. Et je pense que si au niveau émotionnel, ils n'avaient pas échangé, parlé, créé du lien et avoir la spontanéité de la question, de la réaction à travers ce que quelqu'un a dit, voilà, on ne peut pas gérer les adultes comme les ados et les enfants. Donc je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au public que l'on a. Et c'est pour ça mettre ensemble nos outils. Parce que c'est plutôt ça, avoir plusieurs outils et les mettre ensemble.
questions dans la salle. Oui, j'avais juste une petite question. Moi, bravo, je trouve que votre format est très attractif, en tout cas, je trouve ça bien. Je voulais juste savoir, sur 5 mois, un atelier, donc par mois, est-ce que c'est pas un petit peu long, du coup, sur le temps, au niveau de la temporalité, pour un patient qui doit attendre donc tous les mois un atelier? Est-ce que le fait de les rapprocher un tous les 15 jours, ça ne vont pas se lasser, le fait que ce soit un peu long, une fois tous les mois, je trouve? Peut-être ça sera un peu long, on verra à l'expérience. L'idée, c'est qu'il faut trouver la bon curseur ou mettre le curseur entre trop fréquent, Oui. il n'y a personne, et trop rare, où il n'y a plus personne parce que les gens ne s'intéressent plus. Oui, voilà, il ne faut pas qu'ils décrochent en route, c'était ça ma question. Alors donc, l'idée de le faire une fois par mois, en ayant des sujets différents, c'est peut-être un moyen terme. Voilà, c'est ce qui nous a semblé être la meilleure solution, a priori, mais je ne suis pas sûr du tout. Hein. On a dit dans tous les programmes d'éducation thérapeutique, une des caractéristiques, c'est l'évolution. Donc on est ouvert à tout et fermé à rien. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc je rentre dans le programme. Est-ce qu'on me donne d'avance les 5 dates d'atelier? Oui, a priori, oui. Les dates, elles sont déjà déterminées. Je ne les ai pas amenées là, mais si, je peux vous les donner si ça vous intéresse. Elles sont déjà fixées dans les agendas des différents intervenants. Vous avez contacté du coup pour connaître un peu vos programmes et j'avais cru comprendre que vous étiez quand même, vous aviez des programmes distincts. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de ma part? Du coup, est-ce que vous avez un programme? Parce que là, quand vous avez présenté, c'est nouveau. Oui, c'est le vôtre du coup et Toulouse a fait. D'accord. Mais donc vous avez bien 2 programmes différents du coup. Non, c'est les mêmes types d'ateliers. Par exemple, bouger avec Marfan ou bon. Après, on le décline comme on a l'habitude de le faire. C'est pas, ça dépend de la personne qui présente, sa personne qui est là. Mais globalement, c'est quand même très proche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des constantes. Par exemple, il y a un atelier psychologique qui est quand même important. C'est important, surtout si on parle de distanciel, parce que l'atelier psychologique où il y a une infirmière d'éducation thérapeutique, la psychologue avec les jeunes, on parle des jeunes en transition, sans les médecins notamment, c'est un des domaines qui est important et que retiennent les jeunes. Donc ça fait partie de notre programme de transition. Après, sur l'aspect strictement pédagogique, on peut le décliner de différentes façons selon que ce jour-là, on a un APA ou qu'on a un médecin du sport ou qu'on a une sophrologue ou qu'on a, je ne sais pas. Voilà. Mais non, actuellement, c'est pas en même temps. C'est ça. Non, c'était plutôt, est-ce que vous utilisez les mêmes outils? Est-ce que vous pouvez trouver des programmes en présentiel? Oui, là, actuellement, c'est des programmes en présentiel avec effectivement des formats qui sont proches, c'est-à-dire qu'il y a des aspects pédagogiques, il y a des aspects plus ludiques, interactifs, il y a l'aspect psychologique, psychosocial, il y a atelier administratif ou des choses qui sont quand même communes. Mais oui. L'APA, on a eu du mal à le trouver, quoi, donc ça se met en place. On a la chance d'avoir une psychologue qui suit les patients en consultation et qui a développé des outils de pratique différentes. Mais en fait, on les développe en parallèle et on les met en commun. Mais bon, on va les mettre en commun élargis. Et on a des choses qui évoluent aussi, on en parlera, parce qu'effectivement, les outils numériques peuvent nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on a remis en question nos programmes aussi. Une question très, très pratique aussi. Marie-Cécile vous indiquait, on a l'idée d'essayer de fixer une date avec Doodle. Alors, comment vous avez fixé vos dates, s'il vous plaît, pour ceux qui sont déjà... Les dates pour les rencontrer. Oui, pardon. Oui, pour les dates pour... Nous, on triche. Il faut être plus rusé. on a la seule solution qu'on a trouvée, parce qu'il y avait les vacances pour trouver des dates. Ouais. Après les vacances, il faut que l'équipe soit présente au même moment et puis que les patients soient disponibles aussi. C'est pas forcément facile. Ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc on a fait ces journées de transition. Pour notre population, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils viennent, oui, bon, c'est une incitation, c'est pas obligatoire, oui, mais en fait c'est une incitation un peu poussée. Voilà, il y a un repas convivial et puis hop, on continue, un peu comme la rencontre régionale au final. Oui, c'est un peu le même principe. Oui.
Donc en fait, les dates, on les construit pour recruter. On fait le programme avec l'infirmière de coordination. On a des jours où c'est vraiment les journées de transition. Il y a toute l'équipe transition médicale et après, on invite les jeunes. On essaye de faire des groupes d'âge un peu, mais moins Donc, facile. ça veut dire que l'après-midi, c'est là où il y a le TP. Vous casez entre guillemets quoi, un atelier, 2 ateliers. Enfin... Et le matin, ils font quoi déjà? Je me souviens plus. Ah oui, c'est un petit peu comme Laurent Chaussavoine en parlait. Ils voient les médecins le matin et puis après, en général, c'est un peu la même équipe médicale qui est là au repas et puis les ateliers l'après-midi. Donc le matin, il faut vraiment... C'est pas au même endroit, par contre. Il y a un endroit pour la rencontre médicale, comme d'habitude. Après, on lâche les parents, enfin l'accompagnant, l'aidant. Après un repas, une collation. Alors, ce qui s'est passé, ce qui était plutôt bien, c'est qu'en fait... quand on les prend pour les 2 premiers ateliers qui sont un peu plus pédagogiques, on va dire, Sylvie, qui est notre psychologue, fait une pause café avec les aidants. Parce qu'en fait, ils sont inquiets quand même. Ils se demandent ce qui va se passer, ce qu'on va leur dire. Voilà. Et puis après, il y a le dernier atelier. Donc, ça mobilise quand même les familles aussi toute la journée. Donc, effectivement. Oui, et puis ça veut dire que le matin, il faut... Mais pour l'instant, c'est la formule. Elle n'est pas parfaite, mais... Alors nous aussi, on fixe des dates en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Et après, on envoie un mail à l'association Marfan en demandant de diffuser dans les réseaux sociaux pour que les patients puissent venir. Je ne sais pas si c'est ça. Parfois, ça marche. Oui. Pour les diffusions dans les réseaux sociaux, je pense que la filière peut peut-être vous aider si c'est ça, si c'est une des choses. On a une spécialiste des réseaux sociaux, ou du réseau social, des réseaux sociaux, avec Amélie. Donc il faut peut-être que vous envoyiez aussi à la filière et qu'on puisse diffuser largement, parce que peut-être même ça vous permettrait de recruter au-delà de votre territoire. On disait ce qu'il faut diffuser, c'est les réactions positives post-ETP des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Là-dessus, je parle pour un autre programme là, que je suis 50% sur un autre centre de référence et on est avec j'ai un programme avec des jeunes justement qui ont 18-25 ans et en fait maintenant au début c'était vraiment le recrutement était difficile, c'est moi qui les appelais et maintenant ça se fait tout seul quasiment en fait alors grâce aux associations de patients en fait ils parlent du coup c'est pour le syndrome de Williams-Boren. Non. Et du coup, ils parlent en fait, les gens m'appellent, me disent j'ai entendu parler de ce programme, je veux y participer. Et du coup, en fait, sur 4, maintenant, j'en ai plus vraiment qu'un seul à rechercher, quoi. Alors qu'avant, il y en avait 4, du coup. Donc, pareil, de 18, même 15-30, mais c'est plutôt 18-25. Donc, c'est l'âge un peu, même âge que composition. Oui, et ça a plus de poids quand ça vient de jeunes qui ont la même pathologie que de nous. Je me demandais pour le projet sur la question de la taille. Donc, si j'ai bien compris, le public cible était quand même assez jeune. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place au niveau des adolescents je pense qu'à cet âge-là, il y aura davantage de questions des complexes physiques et ça peut peut-être amener plus de succès. Je pense que la problématique qu'avaient identifiée les professionnels qui connaissent bien le Marfan à Lyon est réelle en fait. Je pense qu'il y a des jeunes qui vivent mal, mais pour le coup, l'erreur qu'on a fait, c'est de prendre un programme en fait où les activités, elles ont été créées pour des enfants en fait. Donc, on ne pouvait pas refaire un programme, il fallait tout refaire et ça nous aurait pris beaucoup trop de temps. Parce que là, c'était vraiment des choses très ludiques pour des petits. On faisait moi, je l'ai fait pour une autre maladie, des enfants qui étaient à chondroplase. On a fait des chapeaux. Enfin voilà, donc je me vois pas faire ça avec des enfants, des jeunes de 14-15 ans. Ça aurait pas du tout été adapté. Donc en fait, je pense qu'il faut trouver un programme. Enfin, faut refaire un programme qui réponde à leurs besoins, qui soit adapté à leurs besoins. Et celui-là, il répond pas malheureusement. Pour l'histoire de la taille, moi je voudrais dire qu'il y a aussi l'inquiétude des parents. Et je me demande si l'inquiétude des parents vis-à-vis de la taille n'est pas plus grande que l'inquiétude des patients eux-mêmes. Quand on discute, on en voit un certain nombre qui viennent et les parents nous disent « Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la croissance ?» Et quand on pose la question, on se retourne et on dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Il dit « Bon, moi ça va. » Et en fait, c'est les parents qui sont
inquiets de ce que leur enfant pourrait avoir plus tard un problème parce qu'il se trouverait trop grand et qu'il ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Et moyennant quoi, ça me semble... Voilà. Donc c'est aussi peut-être que le problème de la taille, il faut cibler les parents. Je sais pas que les enfants. D'autres questions, remarques sur ça? Oui, au fond. C'est tous au fond, ceux qui posent des questions. Je sais pas pourquoi. C'est un radiateur. Merci. J'avais une question pour Rennes. Vous dites que vous ne déposez pas un vrai programme, mais que ce sera simplement des séances, des ateliers séances. Et du coup, quel est le format de ce que vous écrivez? Alors du coup, quand on fait des séances ciblées d'éducation thérapeutique, ça ne demande pas un dépôt comme un programme à l'ARS. C'est plus simple en termes d'application et de mise en œuvre. D'accord, donc c'est simplement une mise en œuvre dans votre service avec voilà. une écriture qui va rester dans le service, c'est tout quoi. Oui, ouais. Oui. Enfin, ça peut peut-être intéresser d'autres centres, mais en tout cas, dans un premier temps, on préfère commencer comme ça. Et après, si on peut, parce qu'on va peut-être avoir du personnel en plus aussi, mener le programme et le déposer, oui. Par la suite, élaborer le programme. On ne peut pas se permettre, là, avec les moyens qu'on a, de déposer un vrai programme. D'accord. Et après, j'avais une deuxième question. À la dernière présentation, le docteur Chaux-Savonne, donc vous souhaitez coupler une journée d'hospitalisation de jour avec le bilan morphologique rendu au SLER, d'après ce que j'ai compris, et la journée, l'après-midi, ça serait séance d'éducation thérapeutique. Oui. C'est l'idée. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un petit peu les patients qui auront eu les examens avec leur attention l'après-midi sur l'éducation thérapeutique? Si par exemple, par malheur, vous leur découvrez une MAV le matin, pensez-vous qu'ils auront une attention l'après-midi en éducation thérapeutique qui soit assez importante? Alors peut-être que ça va susciter de l'attention justement à des questions. Mais non, alors on n'a peut-être pas réfléchi ça justement de cette façon-là. Vraiment, nous, le but, c'est un peu ce qu'on a dit à plusieurs reprises, c'est surtout pouvoir faire en sorte que les patients assistent à ces ateliers et qu'ils soient présents. Donc c'est pour ça que ça nous semble une bonne idée d'essayer de réunir en fait les examens et les ateliers. Alors après, peut-être que ça peut se faire dans des formes différentes, hein, de faire une journée comme vous faites. Oui, à Bordeaux, ça, vous faites toute la journée, en fait, l'atelier, les ateliers toute la journée. C'est vrai que je n'avais pas la notion qu'on pouvait le valider comme une hospitalisation de jour. Donc, j'ai appris ça et on pourrait, si les patients sont demandeurs, on pourrait complètement fonctionner comme ça. Hein. Si ça nous permet d'avoir du temps infirmier, si on a un financement, on n'y est pas du tout opposé. Hein. Nous, on réfléchissait surtout pour ça en disant il faut absolument, qu'on ait les patients sous la main. Et deux, il faut que ce soit rentable parce que sinon, on va nous prendre l'infirmière, la mettre ailleurs. Ou même les différents intervenants, on n'aura pas d'APA, on n'aura pas les psychologues, on va les mettre aussi ailleurs. Donc c'était ça. Mais après, si c'est possible de faire sur une journée, d'ailleurs, la plupart je me mettrais plutôt une objection plutôt dans le sens inverse, où en fait, finalement, la plupart des projets, des programmes sont faits justement comme ça sur une journée. Et à l'inverse, on ne va sûrement pas pouvoir faire des examens et tout un programme d'une journée sur une demi-journée, en fait. Donc on sera sûrement amené justement à fonctionner comme ça. Après, l'idée de Rennes aussi, je trouve ça intéressant de pouvoir commencer peut-être voir un peu plus petit au début et pas forcément proposer un programme d'emblée, peut-être plus des ateliers ciblés. Ça conviendrait peut-être plus d'ailleurs à ça, en fait, finalement, de faire des ateliers ciblés. D'autant qu'il faut que vous ayez un moment quand même pour faire le BEP, le bilan d'éducation partagée. Et tout de suite après l'annonce, ça risque peut-être qu'il faut un peu de délai. C'est une bonne idée. Atelier individuel, quelle est la question? Pas forcément, parce qu'en fait, on